Vous écoutez rmiinfo.com. Regarde ailleurs avec Saïdou Anne. Bonsoir et bienvenue dans Regarde ailleurs, l'émission consacrée à la Mauritanie et sa diaspora. Au sommaire de Rhume Actu, le week-end sera désormais samedi et dimanche. Le projet d'autonomie régionale présenté par les ex-flammes qui continuent de diviser la classe politique. Et enfin, depuis un mois, plus besoin d'un titre de séjour pour s'enrôler à l'ambassade de Mauritanie en France. On fait le point avec, un mois après avec Ousmane Sao. Nous développerons ces titres avec Seta Camara après ce sommaire. Les Noirs de Mauritanie ont-ils une vie de pierre? C'est la question que je poserai à Wan Abdoulaye, auteur du livre Les Noirs de Mauritanie, une vie de pierre. Bassouley a lu le livre et nous dira ce qu'il en a pensé dans un instant. L'actu des réseaux sociaux en fin d'émission, ça clique, ça claque, ça like, ça tweet, c'est l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Khan. Il nous parlera notamment de Ice Bucket Challenge et tous les défis que ça génère en Mauritanie aussi. Vous savez tout pour leur sommaire. Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur la page Facebook de l'émission. Regarde d'ailleurs sur rmiinfo.com, mais aussi sur le hashtag RA. L'actu rime avec Seta Camara. Seta, bonsoir. Bonsoir. Le week-end sera désormais samedi et dimanche. En effet, Saïdou. Alors, M. Sedna Ali Ould Mohamed Rouna, qui est le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, l'a annoncé. Et ce sera donc effectif à partir du 1er octobre 2014. Ce n'est pas la première fois que la Mauritanie change ses jours de férié. Non, c'est d'ailleurs la 3e fois en 20 ans. Et très souvent, le motif avancé par le gouvernement est celui d'adapter en fait les intérêts économiques nationaux au marché économique international pour justifier le passage du vendredi à samedi ou encore vers le dimanche. Concrètement, les Mauritaniens travailleront 40 heures par semaine, de 8h à 17h, du lundi au jeudi et le vendredi de 8h à midi. On passe au deuxième titre, le projet d'autonomie régionale présenté par les ex-flammes qui continuent de diviser la classe politique. Oui, alors juste pour un petit rappel historique, pour y voir un peu plus clair, le projet a été présenté le 25 septembre 2013 par les Flammes, rentrées au pays après 23 ans d'exil. Donc les Flammes, ça veut dire Force de libération africaine de Mauritanie. Le 30 et 31 août 2014, entre les autorisations et les interdictions, ils tiennent néanmoins leur premier congrès en Mauritanie. Les Flammes deviennent donc les FPC, donc les forces progressistes pour le changement. Et ils annoncent leur projet d'autonomie régionale. Et comment est perçue cette annonce par la classe politique mauritanienne? D'un côté, ceux qui jugent que ce projet d'autonomie s'appelle l'unité nationale, et de l'autre, on a ceux qui en parlent pour le contrer. Quant au FPC, pour ou contre, ils veulent que ce débat soit posé. On revient à l'information en France, c'est ça? Oui, alors pour parler de l'enrôlement, depuis le 20 août 2014, on n'a plus besoin de titre de séjour pour s'enrôler à l'ambassade de Mauritanie à Paris. Ousmane Sao, qui est membre de l'Organisation des travailleurs mauritaniens de France, a été très actif dans les manifestations. Pendant plus de 2 ans, pour le retrait du titre de séjour dans la procédure d'enrôlement, Regarde ailleurs l'a joint pour faire un point un mois après. Ousmane Sao, bonsoir. Bonsoir. Environ un mois que le titre de séjour n'est plus obligatoire pour s'enrôler à l'ambassade de Mauritanie de Paris. Est-ce que les choses ont réellement changé? Oui, on peut dire qu'il y a eu quelques changements au niveau administratif depuis que la carte de séjour a changé. Et puis ça a permis à beaucoup de Mauritaniens de se recenser parce que la carte de séjour constituait un blocage qui ne permettait pas à certains Mauritaniens de s'enrôler. Oui, environ combien de personnes n'ont pas pu s'enrôler jusqu'à là? Est-ce que vous avez des chiffres? Je ne peux pas dire exactement le nombre, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas pu s'enrôler parce que après que la carte de séjour, déjà, c'était pratiquement tous les Mauritaniens, une bonne partie des Mauritaniens qui étaient à l'extérieur qui n'arrivaient pas. Mais lorsque cette condition a été enlevée, on observe qu'il y en a d'autres. Mais au niveau des conditions actuellement, il y a le recensement de 98 et celui de la carte d'identité qui sont demandés. Donc nous savons que certains Mauritaniens n'arriveront pas à le faire parce qu'ils n'étaient pas là en 98. Certains étaient réfugiés, d'autres sont partis avec les événements de 89. Et puis il y en a encore qui sont partis depuis longtemps, donc c'est pour cela. Donc il y a, je crois qu'un bon nombre qui n'arrivera pas à le faire. Donc des problèmes subsistent encore pour l'enrôlement des Mauritaniens en France? Exactement, il y a quelques problèmes qui sont d'ordre administratif.
Donc ce sont des problèmes surtout sur la carte 98. Il y a aussi d'autres problèmes au niveau intérieur de la Mauritanie où il y a des blocages de temps en temps parce que les Mauritaniens qui viennent souvent se recenser, on leur dit qu'il y a un blocage. Il y en a qui viennent pour récupérer leur passeport, on leur dit souvent que ça bloque au niveau de la Mauritanie. Donc on se pose des questions souvent. Pourquoi un blocage aussi important alors que le recensement continue en Mauritanie? Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le combat est fini ou il reste encore à mener? Bon, le combat, bon, à un moment donné, le combat n'est jamais fini, mais il faut dire qu'on a arrêté les manifestations et les sittings. Parce que la condition posée était de donner la carte de séjour. Oui. Donc, une fois qu'elle est enlevée, on a posé la condition, on s'est dit, bon, on va arrêter pour le moment, mais on continue à discuter pour que tous les Mauritaniens arrivent à recenser. Parce que notre objectif, c'est de permettre à tous les Mauritaniens de France de se recenser. 0 Mauritaniens ont recensé. Donc, après cela, c'est des discussions, mais tout ce qui était action frontale contre l'ambassade ou contre ce qui se passe dans cette ambassade-là, pour nous, pour le moment, je dis bien, on l'a suspendu. Ok. Donc l'organisation des travailleurs mauritaniens de France reste vigilante quant à la question de l'enrôlement. Oui. L'organisation et la diaspora mauritanienne d'ailleurs, tous les Mauritaniens de France restent vigilants pour dire fort un peu qu'ils ont le droit de se recenser parce que l'enrôlement est un droit de tout citoyen et nous demandons à ce que l'administration mauritanienne mette toutes les conditions pour permettre à tous les Mauritaniens de France et d'ailleurs de se recenser, de s'enrôler parce que c'est un droit. Et ce droit-là, ce n'est pas une négociation, ce n'est pas quelque chose qu'on devrait donner, c'est un droit en tant que tel et que les Mauritaniens attendent cela, attendent l'administration mauritanienne pour qu'elle change un peu la situation. Ousmane Sao, merci. Merci à vous. Donc, je profite de l'occasion pour remercier tous les Mauritaniens de France qui nous ont fait confiance sur ce combat qu'on a mené. Et puis, je profite de l'occasion de vous remercier pour m'avoir invité de parler un peu des conditions des Mauritaniens, surtout sur la question de l'enrôlement. Okay. Merci à vous. C'est à Camara. Merci pour ces infos. Vous écoutez RMI Info. Dans un instant, l'actu des réseaux sociaux avec Amadou Kane. Juste avant, Bassoulé nous dira ce qu'il a pensé du livre de notre invité ce soir, Wan Abdoulaye, Noir de Mauritanie, une vie de Pierre, publié aux éditions Paris. Et tout de suite, pour accueillir Wan Abdoulaye, je vous propose d'écouter Mine dans le titre Min Ezetil Kwa. Vous écoutez RMIinfo.com. Regarde ailleurs. Bonsoir Wan Abdoulaye. Bonsoir. Comme le dit la chanson que nous venons d'écouter de Mina, Min Ezetil Kwar, c'est-à-dire j'aime bien les Kwar, c'est-à-dire les Noirs en général qui ne sont pas arabophones en Mauritanie. Bon, bien que ce terme soit récusé par certains, vous en tant que Noir, vous sentez-vous aimé en Mauritanie? Écoutez, je pense que j'ai exposé ma pensée dans le livre. Avant de répondre à votre question, j'aimerais bien vous dire un grand merci pour m'avoir reçu chez vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Aussi vous dire, vous encourager pour ce travail formidable, ce travail d'information formidable que vous faites, qui est précieux, mais qui en même temps qui est très ingrat. Alors, est-ce que je me sens aimé en Mauritanie?
je préfère voir la question sous un autre angle. Alors, j'ai eu l'occasion de le dire à l'occasion de la sortie du livre. Oui. Je pense que nous avons tous besoin de mettre en place, de créer des conditions sociale, politique, d'une cohabitation pacifique entre toutes les communautés. Vous parlez déjà de cohabitation. Oui. De cohabitation entre toutes les communautés nationales mauritaniennes. Alors, être aimé ou ne pas être aimé, le problème, ce n'est pas un problème politique. Oui. Il ne peut pas être posé en ces termes. Alors, nous partageons un pays depuis des siècles. Avec qui? Avec les Maures, avec les Wolofs, avec les Bambara. Alors, et là, vous vous positionnez en tant qu'Alpolar, c'est ça? Je me positionne en tant que Mauritanien, oui. En tant qu'Alpolar aussi. Oui. Alors, l'identité culturelle, elle est là. Oui. Alors, il me semble que ce n'est pas un péché que de revendiquer alors son identité culturelle, alors qui fait partie de la personnalité, qui fait partie de la personne humaine, la personnalité de la Mauritanie même, oui. De la personne humaine en tant qu'entité. Oui. Alors je parle alors sur le plan sur le plan individuel. Oui. Là, j'évoque pas en tout cas l'ensemble, c'est-à-dire la communauté, etc., etc. C'est une autre question. On va essayer de faire plus connaissance avec vous, Monsieur Wan. Vous êtes journaliste de formation et sciences politique aussi, vous avez continué dans la science politique et aujourd'hui vous êtes enseignant dans le second degré en Île-de-France. Vous avez été vice-président de la jeunesse du RFD, le parti de Mohamed Ould Daddah, mais aussi le chargé de communication de MRP, le parti de Kane Amidou Baba, dissident du premier. Et vous vous définissez comme un social-démocrate. C'est quoi être social-démocrate en Mauritanie? Alors, être social-démocrate, c'est une question importante. Alors, social-démocrate, je préfère. Alors, il faut d'abord préciser les choses. Il ne s'agit pas de balancer comme ça des concepts qui ont une certaine consonance, une certaine résonance, une certaine, en tout cas. J'espère bien que vous allez voilà, nous donner... une certaine. Alors, sur le plan Mauritanie, ça peut être compliqué de se définir en tant que social-démocrate parce que l'échiquier politique national n'est pas défini, n'est pas structuré suivant alors certaines logiques. Oui. Alors social-démocrate. Alors sur le plan économique, je pense que il est important que nous puissions, et ça rejoint un peu la problématique que j'ai développée, économique que j'ai en tout cas développée, j'ai essayé de développer dans le livre. Oui. Alors social-démocrate, c'est-à-dire que les richesses nationales alors qui existent alors doivent profiter au peuple, doivent profiter aux populations nationales, qu'il s'agisse de Alpolar, de Wolof ou d'autres communautés, pas seulement les nationaux, ceux qui vivent aussi sur le territoire national, sur le territoire mauritanien. Je pense qu'il est important qu'ils puissent accéder accéder aux richesses conformément, en tout cas, en fonction un peu en fonction des intérêts des uns et des autres. Alors, démocrate, j'essaie d'expliquer un peu le concept. Oui. Je me situe sur un terrain démocratique. Je pense que le retour en arrière n'est pas possible. Oui. Nous avons besoin de renforcer les institutions démocratiques qui sont fragiles. Oui. Alors notre pays, tout le monde sait, traverse depuis des années une situation politique très difficile et instable. Nous avons besoin de mettre l'accent, de renforcer ces institutions démocratiques de sorte que nous puissions aller de l'avant et mettre en place les conditions d'un développement économique, développement social qui soit durable et qui soit profitable à tout le monde. Partage des richesses, mais aussi des institutions qui sont présentes en Mauritanie. Pour vous, ça résume un peu, excusez-moi si j'ai traduit un peu votre pensée, social-démocrate en Mauritanie. Dans votre livre, vous comparez les Noirs de Mauritanie la vie des Noirs de Mauritanie à celle d'une pierre. Docile, impuissante, résignée même, je dirais, qui subit les vagues. Mais vous, en tant que Noir mauritanien, vous publiez un livre sur les Mauritaniens. Est-ce que vous n'êtes pas le contre-exemple de ce que vous prétendez dans votre livre? Alors, est-ce que je peux préciser un aspect de la question? J'ai pas eu l'occasion de le développer. Oui. Alors, social-démocrates, ce sont des politiques publiques. Oui. Alors, qui sont résolument tournés vers le social.
Alors, ça n'existe pas en Mauritanie. Nous sommes un pays relativement jeune. Alors, tous les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas, en tout cas, mis un accent particulier sur les politiques publiques tournées vers le logement, par exemple, l'accès au logement, faciliter l'accès au logement pour les pauvres, les populations, en tout cas les franges de la population qui sont fragiles, qui n'ont pas forcément accès à l'emploi, ça c'est important. La santé. Ça fait partie aussi des politiques publiques. Alors que comment faire en sorte que tout le monde puisse se soigner dans des conditions normales en Mauritanie, chez eux. Ça, c'est important. Les politiques sanitaires... Je suis d'accord que beaucoup de choses manquent, Monsieur Wan, oui. Mais je ne sais pas si vous allez dans le fond des choses, par exemple, pour l'eau. C'est le cas que je connais un peu plus. Il y a un tarif qui est défini comme tarif social. Bon, je suis d'accord qu'il faudra faire beaucoup plus pour... peut-être entrer dans votre définition, ce que vous appelez social-démocrate. Je pense que vous avez assez répondu à cette première question. On va attaquer la seconde. Comme je disais tout à l'heure, pour vous, les Noirs mauritaniens sont résignés. C'est comme une pierre au bord de la plage que vous comparez, qui subit les assauts des vagues. Et je disais tantôt, tout à l'heure, vous, en tant que Noir mauritanien, qui publiez quand même un livre sur les Noirs de Mauritanie, est-ce que vous n'êtes pas un peu le contre-exemple de ce que vous prétendez dans votre livre? Alors, je n'ai aucune prétention dans ce livre. C'est moi qui me prête. Alors, pour répondre à votre question, concrètement, alors, la métaphore, je pense qu'elle permet de rendre compte de la situation des Noirs de Mauritanie. Alors, comparée à une vue de pierre. Une pierre qui ne bouge pas, j'ai eu l'occasion de le dire. Alors, je ne suis pas le contre-exemple. Alors, j'ai pas cette prétention. Je ne crois pas que vous soyez résigné, vous. Je ne suis pas, alors, poser le problème en termes de résignation, je pense que, il faut aller beaucoup plus loin. J'ai le courage d'aller beaucoup plus loin. Oui. Je pense que, quand on est des Noirs de Mauritanie, je le dis, je l'ai affirmé, ils sont mauritaniens, et il est important qu'ils puissent jouir de tous leurs droits politiques, droits civiques, droits sociaux. Alors, ce droit-là, il n'est pas négociable. Alors, c'est aux Noirs de Mauritanie qui sont opprimés de faire en sorte que leur voix puisse être entendue. Alors, la résignation, je pense que, alors peut-être à force d'être opprimé, à force de vivre l'oppression, on finit par dire que de toute façon, les choses sont établies comme ça, on ne peut rien faire. Alors on va faire on va essayer de gagner sa vie comme on peut et arrêter et ne pas s'intéresser à ce qui se passe autour de nous. Je pense que c'est une mauvaise option. Alors aujourd'hui, notre avenir est de faire en sorte que nous puissions être entendus. Alors, nous partageons avec les autres ce pays, il est à nous. Alors, comme nous sommes mauritaniens, ils le sont. Oui. Je ne cherche pas à mettre en cause la mauritanité de, je ne sais pas si on peut employer ce concept des mots. Vous l'avez créé. Alors, vous venez de le créer. Voilà où je viens de le créer. Alors, et je n'accepterai pas de la même façon qu'on puisse remettre en cause ma citoyenneté, ma nationalité mauritanienne. Je ne l'accepte pas. Je l'affirme. Votre nationalité mauritanienne, excusez-moi, je me coupe, on va en parler tout de suite. Ce sera à peu près ma dernière question avant de passer la parole à Bassulé ici présent qui a lu votre livre Noir de Mauritanie, une vie de pierre. Il est question de l'autonomie du sud du Soudan dans votre livre à travers une relation épistolaire dont voilà vous parlez dans votre livre. Certains politiques parlent aujourd'hui de l'autonomie régionale. On vient de l'entendre dans Rhume Actu. Que pensez-vous de ce débat vous-même? Écoutez, je mène une réflexion qui est en cours dans le cadre de ma thèse sur les flammes. Alors, l'histoire des flammes, ce mouvement. Parlez-nous-en. Alors, une réflexion, je suis sur le point de terminer cette réflexion. Alors, je pense que la question de l'autonomie que j'ai eu à étudier, à voir, en toutes ses facettes, je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. Ce n'est pas un tabou. Oui. Alors, l'autonomie. Justifiez-vous. Mais est-ce que maintenant l'autonomie
est le résultat d'un constat, d'une constatation. Alors, selon laquelle le vivre ensemble a échoué en Mauritanie. Alors, c'est un concept aussi politique, le vivre ensemble. Oui. Alors, je peux parler des théoriciens, des auteurs qui ont parlé un peu du vivre ensemble, qui est Vous en évoquez largement dans votre livre. Oui. Alors, le concept du vivre ensemble, alors quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour nous puissions vivre ensemble. Aujourd'hui, le problème, il est posé. Alors, moi, où est-ce que je me situe par rapport à ce débat? C'est le fond de ma question. C'est le fond de votre question, et j'aurai le courage de dire que c'est une solution politique L'autonomie régionale. Durable. Donc, vous êtes pour? Je suis pour. Quels sont vos arguments que vous donnez? Il ne s'agit pas de dire exactement je suis pour. Est-ce que vous avez des exemples? Par exemple, là, on voit des pays, par exemple, qui sont dans cette, dans ce cas de figure, qui demandent des fois l'autonomie régionale, mais d'autres fois encore plus, qui vont encore plus loin. Alors, nous avons vu le cas du Soudan. Oui. Alors, c'est un cas que j'ai oui. exposé dans le livre qui a abouti, alors, en tout cas, à l'indépendance. Oui. Alors, il faut faire la différence entre l'autonomie et l'indépendance. Vous ferez la différence et vous nous expliquez également pourquoi vous êtes pour. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Alors, nous avons beaucoup de pays, alors, en Europe, alors, des pays où, alors, la notion d'autonomie, en tout cas, ne suscite pas une certaine polémique. Au contraire, elle a été conceptualisée, théorisée et mise en place. Alors, je peux citer, par exemple, le cas suisse d'une certaine manière. Alors, on a d'autres... Je pense à l'Espagne. Alors, le cas espagnol, oui. d'une certaine manière, où il y a des communautés différentes qui existent, qui vivent ensemble sur un même territoire, mais qui ont certains droits spécifiques en fonction un peu des particularités historiques, régionales, politiques. Ça existe. Oui. Alors, dans certains pays occidentaux, alors le cas canadien aussi, alors c'est un cas, je pense, qui est éloquent. Alors, le Canada, c'est un pays où il existe beaucoup de communautés nationales qui vivent ensemble. Oui. Mais où, en tout cas, il y a certaines... Le Canada libre de Charles de Gaulle est resté dans l'histoire. Très bien. Oui. Alors, en Mauritanie, pourquoi est-ce que je pars du... moi, je pense que ce n'est pas être sectaire, ce n'est pas être réactionnaire. Expliquez-nous ça. On a tendance à dire que nous sommes réactionnaires tout simplement parce que nous avons revendiqué notre autonomie. Le Sud mauritanien, oui. Nous ne disons pas seulement que, moi, en tout cas de mon point de vue, je ne dis pas seulement que l'autonomie ne doit être envisagée que pour le Sud. Si le Nord, alors où l'Est de la Mauritanie, toutes ces régions veulent être autonomes, c'est possible. Vous êtes sûr que ces régions veulent être autonomes? Pour l'instant, je n'ai aucune information sur la base duquel je peux vous affirmer que les villes de Néma, en tout cas les régions de les deux Audes ou la Drare, ce sont des régions qui veulent être autonomes. Alors, concrètement, les ex-flammes proposent quand même de créer 4 grandes régions autonomes. Est-ce que vous vous inscrivez dans cette logique-là, ou vous vous inscrivez dans une logique où plutôt les régions qui sont habitées, n'ayez pas peur des mots, plutôt par les Noirs, que ces régions soient plus autonomes? Alors, je pense que du point de vue des Flammes, il ne faut pas, je ne suis pas le représentant des Flammes. Oui, je sais. Que les choses soient claires. Non, j'ai dit votre orientation politique, c'est clair. Oui, que les choses soient claires, soient dites au passage. Oui. Alors, je ne suis pas flammiste, je le dis très clairement. Nous le savons, j'espère. Quand bien même, je travaille actuellement sur les flammes dans le cadre de ma thèse. J'ai eu l'occasion. Vous n'avez pas été bercé dans l'école des flammes. Je n'ai pas, comme j'ai eu l'occasion de le dire. Alors, mon parcours professionnel le prouve amplement. Je ne suis pas sectaire, raison pour laquelle je travaille avec Ahmed Ouldada, un homme politique pour qui j'ai beaucoup d'admiration.
Alors, j'ai travaillé avec d'autres. Alors, Kanamidou Baba, oui. J'ai beaucoup d'admiration. On l'a cité, Kanamidou oui. Baba. Oui. Alors, c'est un homme politique qui est brave, qui a en tout cas eu à défendre des positions importantes. Maintenant, l'autonomie. Alors, je dis simplement que les Flammes ne disent pas que c'est seulement le sud mauritanien qui doit être autonome. Ils ne le disent pas. Alors, les Flammes ne définissent pas le terme autonomie en fonction de la couleur, en fonction de la race. Non, ils ne le disent pas. Alors, dans le sud mauritanien, il y a des Maures qui vivent, des Beydan, des Haratines qui vivent dans le sud. Les Flammes définissent l'autonomie en fonction de la région. En fonction de la région, ce n'est pas en fonction de la couleur de la communauté. Et donc, toutes les communautés qui vivent dans le sud, si elles le veulent, elles peuvent en tout cas vivre ensemble dans le cadre d'une certaine autonomie qui reste encore à définir, parce que pour l'instant les concepts sont flous. Ce n'est qu'un projet, nous on l'a dit, donc voilà, on en reparlera, le débat est posé. On va donner tout de suite la parole à Bassulé qui a également lu votre livre. À vous la parole. Bonsoir. Bonsoir. Bon, on est là pour parler de votre livre.